commencer par une question sur l'actualité, donc que ce soit la crise sanitaire, la déforestation de l'Amazonie, les inondations dans les Alpes-Maritimes. Donc, comment rester optimiste face à de tels événements et convaincre le citoyen qu'il peut agir malgré tout? Magali, je te vois sourire là. Moi, je dirais c'est pas tant optimiste qu'il faut rester parce que les données sont réellement très inquiétantes et très alarmistes. Et il y a d'ailleurs un réel il y a d'ailleurs un réel problème de solastalgie, c'est-à-dire d'anxiété liée à toutes ces catastrophes-là. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt de ramener les spectateurs dans l'espoir par l'action. On se rend compte que l'action a véritablement une vertu à ce niveau-là. Et donc, il s'agit quelque part d'un self-care d'agir. Ouais, c'est exactement la même chose pour moi. J'aurais dit effectivement que être optimiste en soi, c'est pas forcément une valeur absolument nécessaire, mais rester motivé, ça va peut-être ensemble pour certains. Ça, c'est important. Et effectivement, les problèmes qu'on peut observer en Amazonie ne portent pas à être optimiste. Par contre, il existe quand même des changements positifs, peut-être pas sur ce problème-là, mais par exemple sur la transition énergétique. Le fait que ce soit en place, il y a quand même beaucoup de mouvements. Il y a des acteurs qui, il y a quelques années, ne s'intéressaient pas forcément au problème, qui maintenant, beaucoup d'États, beaucoup de grandes institutions, même le Fonds monétaire international, cette semaine, qui dit maintenant, il faut effectivement vraiment investir pour la transition énergétique. C'est des nouvelles voies qui montrent qu'il y a une prise de conscience et qui veut dire que le changement est en cours. Et effectivement, pour moi, la seule manière de rester motivé, qui est peut-être plus important que optimiste, c'est la capacité d'agir à titre personnel, mais aussi pour tous les citoyens. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de trouver quelque chose à faire et de s'y atteler. Donc, c'est la manière, à mon avis, par laquelle on peut rester motivé et voir qu'on peut avoir un impact. Je suis complètement alignée avec tout ce qui a été dit et la question je rajouterais juste quelque chose sur la question de l'action. À mon avis, il faut vraiment que le citoyen se rende compte que sa capacité d'action, elle est vraiment partout et à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est pas juste le fait que je m'engage en tant que citoyen après mon boulot, mais c'est comment en fait dans chaque secteur, chaque personne peut se poser la question au centre en fait de ce qu'il fait quotidiennement, de comment est-ce qu'il prend part dans un sens ou dans l'autre à ses problèmes ou à leurs solutions. Mais sinon, je suis alignée, c'est la motivation et l'action, quoi. Très bien. Et du coup, si maintenant on passe à la racine du problème, pour vous, c'est quoi l'objet principal de votre combat? En quelque sorte, la racine que vous souhaiteriez changer en priorité, si on vous demandait une chose. Alors moi, dans mon cas, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'informations non vérifiées, souvent fausses, qui deviennent virales et qui influencent à grande échelle la population. Donc les racines sont multiples parce que je pense que les fausses informations, ça a toujours existé. Donc il y a un problème de réceptivité du public sur lequel, une des manières de changer, c'est de faire de l'enseignement, de l'éducation. Ce n'est pas vraiment ce que l'on fait, nous. Et un autre problème, c'est que récemment, on est passé dans un système où sur Internet, les informations se propagent grâce à des algorithmes. Donc, c'est des compagnies comme Google, Facebook, etc. qui recommandent du contenu aux gens. Et donc, il y a une sorte de cercle vicieux dans lequel ces algorithmes vont recommander du contenu qui est toujours plus addictif et souvent plus extrême, soit pour nier le réchauffement climatique, par exemple, soit au contraire pour enfermer les gens dans une espèce de bulle qui leur fait croire que tout est foutu. Donc, voilà, on fait dériver les gens avec des algorithmes qui recommandent du contenu qui n'est pas forcément vérifié, vrai, de qualité, etc. Moi, je dirais que pour revenir sur en fait ce qu'on a évoqué au tout début, ces catastrophes-là, elles posent la question de dans quel futur on va vivre. Enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment une projection sur le futur qui peut parfois être angoissante. Et du coup,
moi, la manière dont je l'attrape, c'est qu'aujourd'hui, notre monde moderne, il est énormément façonné, et le futur est énormément façonné par les développements scientifiques et technologiques qui ont lieu dans les laboratoires et qui, ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui en labo, ça aura peut-être des impacts dans 10, 20, 30 ans dans la société. Et donc, pour moi, la racine du problème, c'est comment est-ce que ces choses-là, on peut les mettre à un niveau de choix, en fait, et presque de choix citoyens. Alors, il y aurait, pareil, hein, c'est la même chose, il y a énormément de problématiques de fond qui font que le problème ne va pas se résoudre avec une seule action. Mais pour moi, il y a une véritable question. Si on veut penser notre futur, il faut pouvoir le penser collectivement. Et aujourd'hui, c'est difficile de le penser collectivement parce que sur un certain nombre de sujets, notamment le sujet technique et scientifique, le citoyen est dépossédé de sa capacité de choix, tout simplement, et donc finalement, il n'a pas à intervenir dans ces affaires-là. Et pour moi, ça pose un vrai problème parce que du coup, s'il n'a pas à intervenir là-dedans, il n'a pas à intervenir dans le futur, et donc il n'a plus cette capacité d'action, et en anglais, l'agency, quoi. Ouais, de notre côté, en fait, on agit à un niveau culturel et il s'agit véritablement de répondre à cette crise des imaginaires en proposant de nouveaux récits moteurs d'action et surtout de nouveaux récits qui mettent en leur cœur le vivant et le respect des limites planétaires, en plus de la justice sociale et de la démocratie. Ce que j'avais retenu, ce qui vous relie, je trouve, c'est cette imperméabilité plutôt entre la science et les citoyens. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui trouve sa racine très tôt dans l'éducation, dans la vie? Comment vous expliquez cette dichotomie en fait entre effectivement les scientifiques, le discours, les faits scientifiques et les citoyens? Alors moi, je peux peut-être commencer, ma réponse sera assez courte. Les raisons, elles sont vraiment multiples. Enfin, elles sont à toutes les strates, en fait. Et je pense qu'effectivement, c'est assez culturel parce qu'on va les retrouver à tous les niveaux. Donc, ça veut dire qu'on a un truc ancré en nous, dans notre société, qui fait qu'il y a un peu cette dichotomie, quoi. Et on parle souvent d'éducation, et je pense que c'est une très bonne brique et qu'il faut la prendre en compte. Mais à mon avis, c'est pas du tout suffisant. Et il faut remonter bien avant l'éducation. Et même des personnes, des scientifiques par exemple, qui sont tout à fait, donc qui sont des citoyens et qui sont tout à fait au fait de leur secteur, d'un certain nombre de sujets scientifiques, vont quand même pouvoir considérer dans leur tête que le travail scientifique et le travail citoyen n'est pas le même. Et il est complètement disjoint. Et donc, en fait, pour moi, on est bien au-delà d'un problème d'éducation. Cette dichotomie science-citoyen, c'est un problème culturel et c'est un problème de société. Notre société a été construite d'une façon qui fait que, en fait, il n'y a pas de démocratie industrielle, entre guillemets. Et ça, c'est un terme dont il faut faire vachement attention, et je pense qu'Emmanuel pourra en parler plus de ce point-là. Parce que démocratie industrielle, ça ne veut pas dire que le peuple choisit les faits, mais ça veut dire que grâce aux faits, le peuple est en capacité de choisir son futur. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas du tout implémenté et même pas dans les esprits. En fait, on n'y pense pas du tout. Quand on pense à l'éducation, on se dit juste on va aller à l'école primaire et faire des expériences scientifiques et montrer c'est quoi la démarche scientifique. Pour moi, ça, oui, il faut le faire, mais pas le cœur du sujet, quoi. Ouais. Moi, je dirais que c'est aussi simplement normal. En fait, il y a une communauté scientifique qui travaille sur des sujets qui ne touchent pas forcément au quotidien le reste de la population. Et on se pose la question uniquement parce qu'on se rend compte qu'il faudrait reconnecter. Alors que si on regardait d'autres types de professions, par exemple, on ne se dit pas, tiens, les juristes, ils sont dans leur monde, ils parlent entre eux, et le reste de la population ne comprennent pas ce qu'ils font et ne les voit pas. Et c'est vrai, en fait. Mais on ne se pose pas la question de rapprocher les juristes. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font, mais c'est juste normal, en fait. Il y a une communauté de scientifiques, il y a des communautés d'intérêt qui dérivent petit à petit comme ça, et chacun est dans son coin. Donc, avant tout, le problème est une évolution normale de centre d'intérêt qui fait que chacun est intéressé dans son coin par ces sujets. Ouais, moi Pardon, t'avais pas fini? Vas-y, on peut...
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un véritable problème de transversalité, que ça ne concerne pas que les scientifiques. J'ai travaillé dans le cinéma, j'ai constaté la même chose dans le cinéma, dans le monde de la télé, dans le monde de la pub. J'ai un ami qui a travaillé avec plusieurs gouvernements, avec le gouvernement français, américain, anglais et espagnol. Et il me disait qu'il était étonné de la manière dont en France, les ministères avaient du mal à collaborer entre eux. Donc il y a peut-être quelque chose de plus marqué aussi euh, en France à ce niveau-là. Et je crois véritablement que notre enjeu au XXIe siècle, c'est l'intelligence collective. C'est réapprendre à s'intéresser les uns aux autres, réapprendre à réfléchir de manière transversale et holistique. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant la Convention climat, il y a beaucoup d'experts qui sont venus parler de leur domaine de compétences, mais il y avait très peu de gens qui avaient cette vision globale sur les choses. Et en fait, les 150 citoyens ont eu cette chance énorme d'apprendre en très peu de temps, en quelques mois, des choses concernant aussi bien l'économie que le climat, que l'énergie, que le secteur du bâtiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne propose plus dans notre société et pourtant qui est indispensable pour trouver les solutions aux problèmes. On ne peut pas trouver des solutions qui ne sont pas systémiques. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, plus particulièrement en ce qui concerne les scientifiques, pour travailler beaucoup avec eux, en fait, ce qu'ils nous disent, eux, c'est qu'ils ont des messages très importants à faire passer, ils ont des informations primordiales, mais ils ne savent pas comment communiquer dessus. Et donc, en fait, ils cherchent des communicants pour porter leur message. C'est pour ça que, justement, on essaye de les faire travailler le plus possible avec des youtubeurs, avec des instagrammeurs, avec des scénaristes et avec des réalisateurs. C'est-à-dire qu'on essaye de créer le plus de liens possible entre ceux qui savent raconter des histoires engageantes et ceux qui ont les messages les plus urgents à faire passer au grand public. Et du coup, si c'est une question un peu connexe, mais importante quand même. Quand on revient sur votre parcours entrepreneurial, est-ce que vous avez fait la science, de la science, votre cheval de bataille par conviction ou par, entre guillemets, déformation professionnelle? Moi, je peux peut-être me lancer. Enfin, la science, au début, c'était ma formation. C'est-à-dire que moi, ma carrière, disons, si je n'avais pas bifurqué vers l'entrepreneuriat social, c'était d'être chercheuse, en fait. Et en fait, c'est en voyant de l'intérieur comment fonctionnait la recherche et le fait que finalement, c'était pas forcément aligné avec mes valeurs. Et alors que j'y plaçais en fait beaucoup de, pas d'espoir, mais j'avais vraiment l'impression que c'était un métier où j'allais pouvoir exprimer justement un certain nombre de ces valeurs. Moi, j'avais une vraie conviction d'une science au service de la société. Et d'ailleurs, on le voit dans la science du climat, les scientifiques, ils essayent de faire passer des messages parce que ce qu'ils veulent, c'est impacter positivement le monde. Et il y a beaucoup de scientifiques qui sont motivés par ça. Et moi, finalement, je me suis retrouvée un peu dans les rouages aussi de la valorisation de la recherche, donc les rouages aussi beaucoup plus économiques de qu'est-ce qu'on fait de la science. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un gros problème sur la manière dont ça se passait, la manière dont les décisions ont été prises, la manière dont l'argent a été investi. Et c'est comme ça que j'ai fini par créer SoScience. Donc c'est une suite logique de mon parcours. Moi, j'ai un peu le parcours similaire, c'est-à-dire que la science, c'était une vocation de jeunesse. Donc, j'ai toujours baigné dans la science, c'était toujours un modèle vers lequel je voulais aller. Et quand je suis devenu chercheur, c'est là où finalement le déclic a été plutôt de quitter la science, non pas parce que ça me plaisait pas, mais parce que je me rendais compte que c'était une approche qui permettait pas de solutionner ce qui m'intéressait, c'est-à-dire par exemple de donner une sorte de pouvoir d'influence vraiment aux scientifiques quand il s'agit de communiquer des informations. Voilà, ça c'était quelque chose dont je me suis rendu compte. La communauté scientifique, elle peut communiquer, mais il y avait toujours une sorte de filtre qui est que d'autres reprennent ça et le transforment à leur envie pour le communiquer. Et parfois c'est correct, parfois c'est complètement faux, mais les scientifiques n'avaient aucun moyen de donner du feedback directement au lecteur en disant « mais attention, c'est pas ça que je voulais dire ». Voilà, c'est le déclic, c'était de donner une nouvelle capacité à la communauté scientifique.
Et de mon côté, en fait, c'est pas spécifiquement la science mon cheval de bataille, malgré le fait que j'ai fait une terminale S option maths. En fait, très tôt, moi, j'ai voulu être productrice à impact. À l'époque, c'était un métier qui n'existait pas, donc productrice de cinéma, hein, c'était en 2004 à impact. Donc l'idée, c'était vraiment de faire des films qui inspirent les spectateurs à l'action et ensuite qui leur donnent les clés d'agir. Et pour ça, il y a une nécessité en amont pour moi, d'analyser les grandes problématiques de notre époque et de réfléchir aux solutions à ces grands enjeux. Et très naturellement, en fait, le sujet du dérèglement climatique et de la sixième extinction de masse ont émergé comme des sujets prioritaires. C'est-à-dire que si on ne règle pas ceci, on n'arrivera pas à régler les autres et tous les autres empireront. Donc en fait, une alliance s'est créée naturellement avec les scientifiques. C'est-à-dire que naturellement, on a souhaité devenir leur porte-parole. Donc voilà comment ça s'est fait de mon côté. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment eu de... enfin, c'est plus une réflexion au long cours plutôt qu'un événement qui, à un moment donné, vous aurait dit « Ah bah là, c'est bon, j'arrête et je change un peu de parcours ». C'est vraiment une réflexion au long cours. Si, moi j'ai eu des déclics quand même, hein, parce que initialement je voulais être productrice à impact, mais en fait j'ai eu 3 déclics. Le premier, c'est qu'avant d'être productrice à impact, je voulais juste être productrice de cinéma et raconter des histoires aux gens. Et en fait, j'ai rencontré le professeur Younous avant qu'il soit prix Nobel de la paix pour le microcrédit. Et en fait, je l'ai rencontré parce que le projet, c'était de faire un film sur sa vie avec Christian de Boisredon et Nicolas Jourdier. Christian de Boisredon qui a fondé Reporters d'Espoir. Et en fait, quand j'ai rencontré le professeur Younous avec ce projet de faire une biographie fictionnée sur sa vie, je me suis dit, mais en fait, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. C'est pas seulement des films de cinéma, c'est des films de cinéma qui inspirent et qui donnent véritablement des clés pour agir. Donc ça a été mon premier déclic où j'ai voulu créer de l'impact. Le deuxième, ça a été avec le documentaire de Leonardo DiCaprio, La 11e heure, sur la mort des océans. C'était en 2008 et à partir du moment où j'ai vu ce documentaire, j'ai eu une prise de conscience sur la situation à ce niveau-là et il n'y a pas eu de retour possible en arrière. C'est-à-dire que je n'ai pas pu retomber dans le déni. Enfin, pour moi, cette inquiétude n'a fait que grandir au fur et à mesure où je lisais des articles sur le dérèglement climatique et jusqu'à ce que ça prenne la place centrale dans mon action. Et le troisième déclic, c'est en 2013 quand je travaillais chez Canal+, où là, je me suis rendu compte de la puissance d'Internet à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur ce secteur chez Canal. Et je me suis dit, en fait, Internet est un outil d'action absolument gigantesque et très, très complémentaire à celui du cinéma et de la télé. Donc, je me suis dit, il faut absolument utiliser Internet pour informer le public de l'urgence environnementale. Voilà pour mes 3 déclics. Une autre question maintenant, on va rentrer dans le dur. Le changement on va parler du changement de paradigme. Comment vous expliqueriez aux gens que votre approche des problèmes, elle est innovante? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau aux problèmes qu'on vient d'évoquer? Ok, bah moi je peux commencer sur ça. Le changement de paradigme dans mon domaine, c'est le fait que si on a une quantité comme ça d'informations importantes qui doivent être vérifiées pour savoir qu'est-ce qui est le plus crédible et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est qu'il faut vérifier du contenu à très grande échelle. Donc jusqu'à présent, la vérification de contenu, ça a toujours été une affaire de journalistes. C'est comme ça que ça a toujours été fait. C'est-à-dire que c'est les journalistes eux-mêmes qui vérifient si les informations sont crédibles et doivent être mises en avant dans leurs journaux. Mais comme ils ont été dépossédés de ça par le fait que les algorithmes, les plateformes permettent de passer directement d'une source à quelqu'un qui le lit, l'approche pour passer à une grande échelle, de notre côté, c'est de faire en sorte que toute la communauté scientifique se mobilise et pas juste quelques personnes qui sont employées. Donc voilà, vraiment, c'est d'essayer de créer un modèle dans lequel des centaines de milliers de gens potentiellement peuvent se
se mettre tous à un petit morceau de la tâche et à chaque fois apporter une brique et dire, voilà, chaque scientifique peut dire dans son domaine d'expertise quelles sources sont les plus crédibles pour faire en sorte, et c'est le deuxième changement de paradigme qu'on essaie d'impulser, pour faire en sorte que ces informations, ces sources les plus crédibles soient mises en avant par les algorithmes et au lieu de mettre tout le monde à plat et que des informations fausses et sensationnelles puissent devenir virales de la même manière, faire en sorte que vraiment ces entreprises intègrent que la qualité de l'information est quelque chose qu'ils doivent prendre en compte dans le fait de mettre en avant, de proposer du contenu aux gens. Donc voilà, c'est comme ça, je pense, qu'on peut changer le système et pas juste en corrigeant les choses une après l'autre, en disant ben, ça c'est faux, regardez, enfin, en expliquant les choses une après l'autre, on pourrait y passer une infinité de temps vu que la quantité d'informations sur Internet est infinie. Mais donc, il faut vraiment changer la manière de distribuer de l'information. Emmanuel, concrètement, tu as des échanges de quel ordre avec les GAFA, du coup? Tu parles de changement de mentalité. Est-ce que tu travailles avec eux sur la conception des algorithmes? Concrètement, comment… Oui, alors on ne travaille pas sur la conception. Quelle est ta Par vision? contre, ouais, ce que l'on fait, c'est que, par exemple, on travaille pour l'instant en partenariat avec Facebook et TikTok, donc 2 entreprises. Les autres, ne sont pas nos clients encore, mais on travaille avec eux pour essayer de formuler des solutions, Google, YouTube par exemple. Mais concrètement, notre partenariat avec Facebook, ça fait en sorte qu'on a accès aux informations virales sur Facebook. On peut voir qu'est-ce qui fait le buzz à tout moment et se saisir de ces informations, les vérifier. Et quand on les vérifie, Facebook change la viralité, le taux d'apparition de cette information sur le fil de tout le monde. Et si une information est vérifiée comme étant fausse, il ne la montre pas, ou beaucoup moins, dans le fil d'actualité des gens. Donc voilà, c'est un changement de l'algorithme pour ne pas mettre en avant des informations fausses ou trompeuses. Et donc ça, c'est sur une information à chaque fois. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que quand on identifie que de manière répétée, certaines pages, certains groupes Facebook continuent de manière répétée de publier des fausses informations, petit à petit, l'algorithme de Facebook apprend et ne met plus en avant toutes les publications de ces pages et ces groupes. Donc voilà, c'est un changement un petit peu vers des opportunistes qui publient des informations simplement pour avoir de l'argent ou peu importe que ce soit vrai ou pas, vers quelque chose de plus de qualité. Par contre, je pense qu'on revient dans les questions d'ensuite. L'ampleur de l'impact, pour l'instant, n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on préconise, mais je pense qu'on y reviendra. Nous, le changement de paradigme, c'est en fait de réussir à faire travailler ensemble dans tout le processus d'innovation, donc du moment où on pose la question jusqu'au moment où on a potentiellement une solution qui arrive dans le monde réel, sur le marché, enfin, ça dépend comment on le voit. Et sur tout ce processus d'innovation, réussir à faire travailler ensemble ce qu'on appelle d'habitude les experts, qui sont les scientifiques, les chercheurs, les spécialistes de leur domaine, et ce qui est d'habitude les profanes, alors ça peut être les citoyens, mais ça va aussi être les associations, d'autres entrepreneurs sociaux, des petits entrepreneurs sociaux, etc. Et que nous, dans nos processus, on appelle aussi des experts, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il y a différentes formes de savoir et qu'il y a aussi le savoir expérientiel et qu'en fait, avoir une connaissance de terrain, c'est du savoir. Et ça, dans le monde scientifique, c'est en train d'émerger, c'est en train d'être pris en compte, mais très lentement. Et c'est un peu la même chose qui s'est produit avec ce qu'on a appelé les savoirs indigènes. Il y a 20-30 ans, on ne considérait pas que c'était des vrais savoirs. Et maintenant, aujourd'hui, ça devient quelque chose de valorisé et de pris en compte. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est très concrètement, on fait des partenariats avec des instituts de recherche, avec des entreprises ou avec des acteurs publics, comme l'ADEME, et on monte des programmes d'open innovation. Et quand je dis open innovation, c'est pas du tout l'open innovation, on fait rencontrer des startups et des grands groupes, c'est l'open innovation où on est tous autour de la table, startups, grands groupes, chercheurs, entrepreneurs sociaux, associations, collectivités territoriales, et autour d'une problématique à la fois technique, scientifique et à la fois sociale ou environnementale, on va en fait créer des groupes de travail qui sont mixtes et qui vont travailler ensemble le problème.
Et Mélanie, au niveau de la recherche publique, j'ai un peu envie de te poser la même question que Emmanuel qui dit si j'arrive à checker les informations une par une, je vais mourir, je vais m'épuiser à arriver à traiter toute l'info. De quelle manière tu essaies de propager cette nouvelle culture d'open innovation au-delà de SoSciences? Ouais, alors il y a beaucoup de choses. Déjà, nous, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, c'est qu'avant, on travaillait avec les chercheurs directement. Donc, en fait, sur ce genre de programme, on allait chercher les chercheurs. Donc, déjà, on était vraiment au niveau micro. Ça, on a arrêté parce qu'effectivement, on va s'épuiser. Donc, maintenant, déjà, on travaille avec les instituts de recherche. Donc, dès qu'on travaille avec un institut, c'est déjà, par exemple, 800 chercheurs ou plus qui sont directement dans la démarche. Donc nous, on a déjà fait notre propre travail interne pour monter d'un cran. Et puis maintenant, effectivement, on sort de SoSciences parce qu'on ne peut pas faire ça sur tous les sujets. On ne peut pas faire ça avec tous les instituts de recherche du monde entier. Donc ce qu'on est en train de mettre en place, là, c'est vraiment le début cette année, c'est un programme d'ambassadeurs. Donc nous, ces programmes-là, ils ont des méthodologies qui sont précises, qui sont vraiment bien faites, qui durent plusieurs mois. Et on a fait tout un kit pour expliquer la méthodologie. On a une formation pour expliquer comment ça marche, comment on peut le mettre en œuvre. Et donc, on forme d'autres acteurs à déployer ce type de programme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces acteurs-là peuvent aussi être les chargés de valorisation des instituts de recherche, par exemple. Donc, des personnes qui sont employées par l'institut de recherche, dont le métier, la mission est normalement de faire en sorte que la connaissance scientifique se transforme en quelque chose de réel dans le monde, on va dire, une innovation, enfin peu importe à quoi ça ressemble. Sauf que leur mission, on l'a souvent traitée uniquement du point de vue économique. On leur a souvent dit, en fait, vous, votre travail, c'est de transformer ces informations scientifiques en opportunités économiques, donc brevets ou entreprises. Et nous, on les forme à transformer ça aussi en opportunités sociales ou environnementales. Grâce à ces programmes-là. Et donc, le dernier niveau qui fait le lien avec celui-là, c'est en fait le plaidoyer. Parce que à partir du moment où c'est les acteurs publics qui vont faire ce type de programme ou qui vont pouvoir les mettre en route, ce que ça implique, c'est changer la manière dont l'institution publique de la recherche fonctionne pour pouvoir intégrer ce genre de choses-là. Ok, et alors de mon côté, en quoi notre approche est innovante? Je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est que on fait travailler des secteurs qui ne se parlaient pas auparavant, à savoir qu'on fait travailler les créateurs vidéo avec des experts et puis avec des faiseurs en amont. Je vais revenir dessus. La deuxième chose, c'est qu'on accompagne les créateurs vidéo pour qu'ils se sentent légitimes et pour les faire prendre leur pleine puissance sur ces sujets-là. Et la troisième chose, c'est qu'on parle de ces sujets de manière différente. Sur le premier point, donc faire travailler les créateurs vidéo avec des experts et des faiseurs. Donc, quand je parle des créateurs vidéo, c'est aussi bien les youtubeurs, les instagrammeurs, les scénaristes, réalisateurs et producteurs vidéo. Donc, ça peut aussi bien être des programmes sur le web que des documentaires, des séries sur les plateformes digitales ou des films pour le cinéma. Et si je prends l'exemple de la toute première campagne On est prêt, pour vous donner un exemple collectif puis individuel, donc sur un exemple collectif de campagne de mobilisation comme ça, on avait rassemblé plus de 120 personnalités, d'abord des youtubeurs qui ont été rejoints par des personnalités influentes comme des comédiens, des sportifs, des chanteurs. En fait, la manière dont on a construit la campagne en amont, c'est qu'on a travaillé avec beaucoup d'experts et notamment l'ADEME nous a mis à disposition une quinzaine d'experts pour construire les contenus de la campagne et ce que j'appelle les call to action, c'est-à-dire les appels à l'action à la communauté. Et ensuite, pendant la campagne, comme on a eu énormément de presse, énormément de visibilité médiatique et que parfois il aurait pu y avoir des bad buzz, eh bien, on avait aussi des cellules de crise d'experts pour répondre à des sujets un peu sensibles. Je vous donne un exemple. Nicolas Karabatic, Johan Baller, a parlé un peu trop tôt dans la campagne du fait qu'il arrêtait la viande pendant 1 mois. Ça
créé un émoi sur les réseaux sociaux avec des agriculteurs qui n'ont pas compris, des gens qui lui ont parlé de sa santé, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il était blessé. Ils lui ont dit, mais comment tu vas faire pour guérir si tu arrêtes de manger de la viande? Donc en fait, là, on a mis en place une cellule d'experts pour répondre à tous ces points-là. Et il a fait une interview-réponse sur Brut pour aborder justement la complexité du sujet. Donc ça, c'est la méthode qu'on met en place pendant les campagnes. Et en dehors des campagnes, on continue à faire la même chose en fait pour les créateurs qui le souhaitent. Et par exemple, Max Bird, qui est un youtubeur scientifique qui a plus de 600 000 abonnés sur YouTube, ça nous arrive régulièrement de le mettre en contact avec des experts comme Gilles Boeuf sur la biodiversité ou autres, pour faire du fact-checking en amont et pour l'aider sur tel ou tel point. Donc cette transversalité, elle est super importante pour nous. Et pour ce qui est du passage à l'action, on essaye de renvoyer et de systématiser en fait le call to action, à savoir le fait de renvoyer vers des actions terrain, que ce soit des ONG ou des entrepreneurs sociaux. Et ça, une fois que les créateurs ont pris l'habitude de le faire, ils n'ont plus besoin de nous pour le faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont appris ces bonnes habitudes de fact-checking, où ils ont leur réseau d'experts sur différents domaines en fonction des sujets qu'ils veulent traiter, et à partir du moment où ils renvoient le spectateur vers de l'action, c'est bon, le process est mis en place. Sauf que ça met un petit peu de temps à se faire et que c'est vrai qu'un youtubeur qui fait une vidéo par semaine, il a plein de sujets à aborder. Du coup, il n'a pas forcément à chaque fois le réseau nécessaire pour faire cette sélection. Donc, on l'aide dans ce travail un peu journalistique et éditorial. Donc ça, c'est sur la transversalité des secteurs. Après, sur la toute première campagne, on s'est rendu compte que les créateurs ne se sentaient pas légitimes pour prendre la parole. Donc en fait, ils avaient une sens d'action phénoménale, mais ils n'osaient pas parler de ces sujets parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas suffisamment purs, qu'ils ne faisaient pas tout comme il fallait et qu'ils ne connaissaient pas bien le sujet. Donc c'était aussi plutôt scientifique de prendre la parole. Donc en fait, là, on a fait plutôt du coaching et c'est vraiment ce qu'on continue à faire encore, à savoir leur expliquer que personne n'est parfait, que du coup, on n'est vraiment pas dans cet aspect de culpabilisation parce que même les scientifiques du GIEC prennent l'avion de temps en temps, il y en a qui continuent à manger de la viande. Enfin, il faut vraiment partir du principe que la pureté est un idéal asymptotique qui n'existe pas et que l'important, c'est de se mettre en action et l'important, c'est de faire ce qu'on peut à son échelle et de rayonner en fait cette transformation progressive. Donc ça, je me permets juste parce que je vois l'heure qui tourne. Pardon. Et du coup, je sais que Mélanie doit bientôt partir. Voilà, elle doit partir à Écart en fait dans 5 minutes. Donc c'est pour ça, je vais juste pour les dernières questions parce que ça serait intéressant aussi d'avoir encore votre regard à tous les trois. Par exemple, parce que là vous avez donné un peu des billes déjà, mais si vous deviez retenir qu'une seule action que vous avez menée et qui a servi à faire bouger les lignes, ça serait quoi pour vous? Alors, franchement, c'est l'une des questions les plus difficiles et je pense que quand on travaille à un niveau systémique, encore plus, parce que moi, je m'en rends compte, j'ai eu la discussion la semaine dernière avec les équipes, enfin, avec un ancien employé de Socience, qui ne travaille plus chez Socience, qui m'a transmis je sais plus, une news d'un très très gros réseau d'universités. Et ce réseau d'universités, dans leur façon de parler et dans le programme qu'ils étaient en train de monter et que cet employé m'a envoyé, enfin cet ex-employé m'a envoyé, il disait, enfin ils utilisaient vraiment les mots de Socience et donc ils parlaient d'innovation responsable et le programme qu'ils allaient monter ressemblait beaucoup à ce qu'on fait, enfin voilà. Et du coup il m'a écrit en me demandant est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ça? Et je lui ai répondu, non, pas du tout, on les connaît, on a déjà discuté avec eux, mais sur le coup, on travaille, enfin, c'est vraiment eux qui ont lancé l'initiative par eux-mêmes. Et on l'a rejoint plus tard parce qu'ils nous ont demandé si on pouvait venir en tant qu'expert, quoi. Et je discutais de ça avec lui, et en fait, moi, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que je crois que la chose la plus importante qu'on a fait dans le changement systémique, c'est pas du tout une action particulière, mais c'est que le simple fait d'exister, de persister dans notre existence et de porter ces sujets partout, sur le terrain, sur l'action, dans le plaidoyer,
dans les entreprises, partout où on peut, et d'être hyper consistant et de jamais changer notre ligne, en fait, petit à petit, ça infuse. Et les acteurs, peut-être qu'ils ont vu une newsletter, peut-être que quelqu'un d'autre a repris nos mots. Et en fait, le secteur, il change comme ça. Et moi, je crois que c'est ça qui a la plus grande force. C'est quand des gens à qui on n'a rien demandé de particulier utilisent nos mots pour faire leurs actions et que ça va dans le bon sens. Et à mon avis, dans le changement systémique, enfin, moi, c'est vraiment ça dont je suis fière, alors qu'il n'y a peut-être pas de quoi être fier parce qu'en fait, on est un acteur parmi d'autres, mais c'est que je vois le secteur qui est en train de changer, quoi. Ouais. De mon côté aussi, je dirais pas que c'est une action, parce que effectivement, on est tout le temps en train de construire avec une série d'actions l'objectif, enfin, de travailler vers l'objectif que l'on a. Par contre, une sorte de mentalité de travail plutôt, c'est peut-être ça que je mettrais en avant sur quelque chose d'unique qui a été le plus important. Et cette mentalité, c'était vraiment de rester non partisan, de ne pas prendre, en disant les gens de gauche ont raison ou les gens de droite ont raison et les autres ont tort. Enfin, vraiment de bien rester neutre et de vérifier les informations d'où qu'elles viennent. Et c'est ça qui nous a permis de gagner la confiance, de travailler avec des grandes entreprises, par exemple. Et voilà, c'est quelque chose qui était important de préserver, de ne pas se mettre à dos, de ne pas vraiment attaquer une certaine communauté et en disant, voilà, eux, ils ont tort et les autres ont raison. De ne pas rentrer dans un jeu partisan où il y a une sorte de conflit par lequel on prendrait un côté ou l'autre. Et de mon côté, donc une action qui a servi à faire bouger les lignes, je citerai la campagne On est prêt à agir pour le climat qui a débouché sur l'affaire du siècle. Donc la campagne On est prêt à agir pour le climat, elle a réuni plus de 120 personnalités sur un mois qui ont agi dans leur quotidien en montrant leurs actions dans leur quotidien, en fait, sur Instagram et ont invité leur communauté à faire de même. Et ça a débouché sur le dernier défi final qui a été l'affaire du siècle, qui a été la plus grande pétition française avec 2,3 millions de signatures. Dans la foulée de ça, ça a permis à quelques personnes de l'équipe de négocier avec le gouvernement la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, je dirais que ça a été une de nos actions les plus impactantes, sachant aussi que pendant la première campagne, on a vraiment réussi à rendre le sujet de l'écologie cool parce que c'était des Norman, McFly et Carlito, Nicolas Karabatic, Marion Cotillard qui portaient ces actions-là. Donc en fait, des rôles modèles cool. Voilà. Je dois vous laisser, je vous dis merci et à bientôt. Et je suis ravie d'avoir partagé ce temps avec vous. Merci Mélanie, à très vite. Ciao. Donc du coup, dans le temps qui nous reste, alors je regarde les questions qui nous restent justement. Oui, par rapport à l'impact systémique, parce que Magali, vous en avez un peu parlé, la manière dont vous formiez les gens pour qu'après ils aillent sur le terrain et finalement ils n'aient entre guillemets plus besoin de vous. Mélanie, elle a parlé du programme ambassadeur, et vous, Emmanuel, quelle stratégie en fait vous adoptez pour partager votre innovation avec le plus grand nombre et faire un peu finalement qu'ils aient plus besoin de votre intervention pour pouvoir continuer à agir? Ton micro est coupé. Je dirais que c'est avant tout le travail que l'on fait pour amener une communauté, donc faire en sorte que des gens se saisissent d'un problème, donc le problème par exemple de la désinformation et de la qualité de l'information en ligne, et faire en sorte que la communauté scientifique puisse agir effectivement sans que toujours quelqu'un les guide. Voilà, donc créer des outils. Et nous, on est en train de créer une plateforme qui permet aux scientifiques de voir les contenus qui sont viraux en temps réel, de se saisir de ces contenus, de les vérifier collectivement pour qu'ensuite, même si nous, en tant qu'organisation, on n'est plus là et que cette plateforme ou cette mentalité-là persiste, ensuite, voilà, la communauté puisse continuer à s'auto-organiser pour continuer l'action. Maintenant, c'est peut-être un petit peu tôt pour dire que c'est déjà en place. On est en train de le mettre en place. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours d'être développé.
Emmanuel, quand tu parlais des journalistes tout à l'heure, je trouvais que c'était très intéressant de dire que effectivement, ils sont peut-être un peu dépassés par la rapidité de l'information. Est-ce que tu sais s'il existe des logiques similaires à ce que toi, tu as entrepris dans le milieu journalistique pour travailler toujours sur cette véracité de l'information? Quels sont leurs systèmes, si jamais tu as un regard là-dessus, hein, si jamais tu as Oui, en fait, on est plutôt l'anomalie, nous, Science Feedback, c'est-à-dire qu'on est des scientifiques qui venons vérifier de l'information, alors qu'il y a beaucoup de fact-checkers, il y a des centaines d'institutions de fact-checking dans le monde, et ce sont pratiquement tous des journalistes. Donc oui, c'est eux qui font cette activité de la manière la plus prépondérante. Et il y a aussi une croissance de l'activité chez les journalistes. Donc il y a de plus en plus de journalistes qui font de la vérification d'informations. Je crois que ça a été doublé en 4 ans, la quantité d'organisation et de personnel. Donc voilà, eux-mêmes ont des stratégies, font en sorte d'avoir plus de personnes qui travaillent sur ce domaine-là. Et on n'est pas isolés en fait. On n'est pas nous et les autres dans un autre monde. On se parle toutes les semaines. Enfin, on est en interaction. L'idée, c'est pas de changer le système, nous, de notre côté, avec les scientifiques, mais de faire partie de tout cet effort que les journalistes mettent en place aussi, et d'inventer des manières dans lesquelles on peut échanger notre information et faire en sorte d'avoir plus d'impact collectivement. Voilà, on est en discussion sur, par exemple, comment on fait pour ne pas être chacun tout seul en face des GAFA ou des autres organisations, puisque ces entreprises vont nous contacter souvent individuellement. Donc voilà, on commence des discussions pour se dire qu'on discute comme un groupe et qu'on arrive à probablement avoir plus d'impact et à mettre en commun toutes nos données pour que tout soit pris en compte et pas simplement une petite partie de ce qui peut l'être. Très bien. Et maintenant, si vous aviez un conseil à me donner qui est celui qui vous a le plus aidé dans votre association, et du coup un conseil que vous aimeriez bien donner à quelqu'un qui veut changer le système en profondeur. Moi, ce serait le conseil que m'a donné Henri Poulain. Henri Poulain, c'est le réalisateur de la série Data Girl. Au tout début du projet, donc quand j'ai souhaité lancer cet écosystème, il y a des moments où je me sentais découragée par l'ampleur de la tâche. Et en fait, ce qu'il me disait à chaque fois, c'est ne regarde pas le haut de la montagne, vas-y pas à pas. Voilà, donc ça, c'est la méthode Kaizen, pour ceux qui connaissent. Ouais, moi, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas y aller seul, on va dire, de ne pas travailler tout seul, de simplement regarder qu'est-ce qui existe déjà et de simplement faire un pas pour aller vers ceux qui agissent déjà et conserver quand même son originalité, sa manière de penser, mais en démarrant le travail, non pas en pensant complètement le système, en se disant qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour démarrer, pour mettre un pied dans l'engrenage et ensuite, petit à petit, garder toujours la vision globale, mais en faisant toujours des choses très concrètes pour avancer vers l'objectif. Et du coup, j'entends bien que tous les deux, vous êtes très, très portés sur le concret et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et du coup, ce que vous pensez atteignable dans un futur proche grâce à votre association, justement? De notre côté, ce serait d'étendre notre réseau dans d'autres pays européens, à savoir un réseau d'artistes, d'experts et donc de communautés de jeunes engagés, afin de porter des campagnes au niveau européen. Pour faire changer le récit de société à plus grande échelle. Et pour nous, c'est assez auto-centré sur notre association pour l'instant, mais ce que l'on a eu beaucoup de difficultés à faire jusqu'à présent, c'était vraiment de développer des outils technologiques pour aider cette communauté scientifique, comme je l'ai dit, à s'autonomiser.
Et enfin, ce que l'on vient de réussir à faire, c'est de recruter une équipe technique, donc avec plusieurs personnes qui ont des compétences techniques, ce qui est assez difficile parce que c'est cher, les GAFA, hein, c'est toujours eux, payent très cher ces gens, donc c'est dur d'être compétitif pour les recruter. Donc voilà, à court terme, vraiment, c'est la capacité à enfin offrir des outils technologiques pour faire en sorte de passer à l'échelle aussi de notre côté et d'agir et avec beaucoup plus de gens qui peuvent contribuer à notre projet. J'avais un peu la même question pour les journalistes, Emmanuel. Au niveau technologique, justement, j'imagine qu'il existe des réseaux de geeks très engagés. Est-ce que tu confirmes cette idée préconçue que j'ai dans ma tête, ou alors est-ce que tu les cherches encore, tu les as pas encore identifiés? Il y a des réseaux, effectivement, donc on est en contact avec certains. C'est difficile de... Enfin, il faut d'abord avoir une équipe en interne qui est capable de faire le travail avant d'aller inviter des gens qui sont motivés, mais qui ne sont pas forcément des gens que l'on a recrutés. C'est quelque chose dont on s'est rendu compte. On a beaucoup de gens qui veulent nous aider, mais voilà, souvent, quand on n'a pas la capacité nous-mêmes d'absorber ce travail et de l'intégrer dans une solution plus grande, les gens qui contribuent vont se décourager très vite et vont se dire, bon, ben, j'arrive pas à apporter ma pierre à quelque chose de plus grand, mais qui fonctionne. Et donc, voilà, il y a des petites initiatives, sinon, mais qui n'arrivent pas à déboucher à quelque chose qui a de l'impact. Donc oui, il y a des communautés, par exemple Data for Good, Share IT, Share AI, voilà, plein de bonnes volontés, mais on peut, comme c'est en général des gens qui ont peu de temps, il faut vraiment bien penser pour eux la contribution qu'ils peuvent apporter. Voilà. Après, peut-être qu'il y a une capacité d'avoir quelque chose de plus organique qui émerge aussi dans ces groupes-là, mais notre expérience, c'est plutôt qu'il faut quand même avoir une organisation qui permet de collecter ces contributions. Je pense que tu touches à une réalité qu'il te faut des geeks engagés qui soient entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'il y ait l'envie de démarrer quelque chose en mode frugal. Voilà. Et c'est vrai que comme il y a tout un tas d'expertises très, très morcelées dans la tech, ça ne doit pas être évident, effectivement, d'identifier des personnes qui sont capables comme ça d'être multitâches comme l'est un entrepreneur et multi-expertise et entrepreneuriale dans l'état d'esprit. Et du coup, pour finir, on va plutôt passer sur les rêves quand même. Si vous aviez un rêve pour demain, ça serait quoi? De mon côté, un rêve pour demain, ce serait qu'il y ait véritablement une nouvelle culture qui se mette en place, c'est-à-dire un nouveau récit de société qui se mette en place avec des utopies lucides, c'est-à-dire qui montre une société fonctionnelle qui respecte les limites planétaires. Donc, en fait, tous les acteurs culturels soient attirés par ces utopies lucides plutôt que par les dystopies et que ça se décline aussi bien sur les réseaux sociaux comme TikTok, Snapchat, dans les séries Netflix et dans les chansons, dans les jeux vidéo. Donc, en fait, qui est vraiment cet avenir désirable qui nous paraissent à portée de main et qui nous permettent donc de nous mettre à l'action dès maintenant. Donc avec une autre hiérarchisation de valeurs et puis également qu'on voit déjà les fruits de ces retombées, à savoir une multiplication de conventions citoyennes partout en France, en Europe, pourquoi pas dans le monde, une démocratisation, enfin un renouveau de la démocratie qui émerge, pourquoi pas de nouvelles formes de gouvernance, plus de justice sociale, tout ça, quoi. Ouais, moi, dans la même veine, mais en étant peut-être sur un point particulier, ce qui me semble être du domaine du rêve, mais aussi atteignable, c'est une économie décarbonée. Donc, c'est quelque chose qui pouvait paraître pratiquement impossible il y a même 5 ou 10 ans.
alors que maintenant, le rêve paraît être un peu plus proche et concret, dans le sens où effectivement les prix de différentes énergies est en train de changer. Voilà, le rêve vraiment, ça serait quand même que les personnes qui ont le même objectif, qui est par exemple de faire en sorte qu'on arrête le changement climatique, ne soient pas aussi en train de se battre les uns les autres. Et je pense que notamment dans les milieux écologistes, vraiment durs, et d'autres personnes qui sont plutôt aussi positives par rapport à cette ambition, en ce moment, aujourd'hui, ils sont quand même aussi en conflit, alors que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, il y a un conflit assez brutal sur le nucléaire, qui est une des manières d'avoir une économie décarbonée, mais qui est aussi quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens. Donc il y a une sorte de conflit qui est plus important que ce qu'il devrait être par rapport à une partie d'une solution qui doit être étudiée, non pas de manière passionnelle, mais concrètement, est-ce que oui ou non on s'en sert et dans quelle mesure. Voilà, donc c'est vraiment le rêve à la fois d'un résultat, mais aussi d'une méthode qui permettrait d'être moins extrême dans toutes nos positions. Et je pense que ce n'est pas que des gens à qui on s'oppose, entre guillemets, qui veulent effectivement ne rien faire, mais aussi dans ceux qui veulent agir, il y a aussi ce comportement extrême qui souvent va être contre-productif pour vraiment arriver à un objectif concret qui est de faire en sorte que nos systèmes énergétiques ne détruisent pas le climat. On arrive à peu près à la fin de l'heure, mais moi j'ai quand même encore une question, parce que quand je vois tout ce qu'on s'est dit, enfin tout ce que vous avez dit surtout et tout ce que vous faites, comment vous faites pour garder justement la foi, entre guillemets, réussir à faire tout ça et à continuer vos combats coûte que coûte? Qu'est-ce qui vous pousse en fait? Moi, c'est toujours le fait de voir qu'il y a un résultat concret. Donc, effectivement, le fait que je sache que aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui concrètement va améliorer un petit peu le problème auquel je m'attaque. Donc, vraiment, c'est l'observation de résultats qui me garde la motivation. Et une des choses que j'avais mentionné tout à l'heure et que je n'ai pas eu le temps de peut-être formuler à ce moment-là, le fait que, par exemple, au niveau européen, il y a aussi des régulations qui se mettent en place, même si pour l'instant, elles sont insuffisantes. Il y a un code de pratique que la Commission européenne a demandé à toutes les grandes plateformes du numérique de signer pour diminuer la désinformation. Donc, toutes ces plateformes ont signé, mais ce n'est pas contraignant. Donc, effectivement, ils disent, regardez, on fait des choses. Mais en réalité, il y a aussi une étude qui vient de paraître cette semaine qui montre que sur Facebook, par exemple, la consommation de désinformation est 2 fois plus importante qu'elle était en 2016, il y a 4 ans. Donc, en fait, ces plateformes disent, oui, on fait quelque chose. Ils font quelque chose. Ils ont peut-être doublé la quantité de désinformation au lieu de la tripler. Mais voilà, il n'y a pas quelque chose qui vraiment est un résultat acceptable. Donc, voilà, on fait quelque chose, on voit qu'il y a de l'impact, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ça donne aussi la motivation pour continuer à agir. De mon côté, comme Emmanuel, il y a l'impact tangible, que ce soit des victoires politiques ou bien des gens de la communauté ou bien des artistes qui nous disent que ça les a aidés à changer leur vie ou à prendre conscience de telles choses. Donc les témoignages qu'on rapporte, en plus de la mesure d'impact plus macro qui est moins personnelle, on fait aussi beaucoup de mesures d'impact, mais c'est vraiment plus les témoignages humains, moi, qui m'émeuvent le plus. Et il y a aussi le fait de jouer collectif, en fait, avec toutes ces personnes qui co-construisent, qui rêvent un monde meilleur, et en fait de travailler avec toutes ces personnes super talentueuses au quotidien. Enfin, pour moi, c'est aussi vraiment mon carburant. Donc il y a quelque chose de... On s'inspire les uns les autres, et puis quand il y en a un qui flanche, qui est découragé, en fait, les autres sont aussi là pour prendre le relais, quoi. Donc le fait de s'entraider, d'être dans la solidarité et le faire ensemble, pour moi, c'est primordial. C'est un nouveau sport collectif, Magali. Ah oui. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup l'endurance. Ouais, je suis pas marathonienne, moi, à la base. Moi, j'en ai fini. Est-ce que toi, Maëlys, de ton côté, tu as d'autres choses que tu souhaitais aborder?
Écoute, je pense qu'on on a couvert beaucoup de sujets. On a énormément de matière à traiter. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Évidemment, on vous soumettra l'interview parce que c'est très important pour nous que les informations soient fidèles à ce que vous construisez jour après jour. Donc, voilà, on vous soumettra l'article pour lecture dans le courant de la semaine prochaine, Sarah, hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Voilà, pour publication avant la fin du mois. Et on vous remercie infiniment. Et voilà, merci pour cet échange passionnant. On a énormément appris. Donc, ravi de ce format et on vous souhaite plein d'énergie dans vos activités respectives. Merci, ça m'a fait Merci. plaisir de vous voir tous. À très bientôt. À bientôt. Merci Bonne journée. beaucoup. Au revoir. À bientôt, ciao.